Mais le programme américain, dont nous voyons aujourd'hui finalement l'aspect aveuglant que je décris par un texte d'Armand Bérard de 1952, vous verrez à quel point il est frappant dans le petit ouvrage sur le carcan européen. Quelle est en effet l'ampleur de ce programme? Il s'agit de conquérir tout. Alors vous savez bien, on y est habitué que ces élections européennes donnent l'occasion de développement permanent, quotidien, quasiment 24 heures sur 24. Il faut bien le dire, qui au fil des décennies sont un petit peu moins fringants, puisque maintenant, en nous expliquant que jusqu'ici ça a été catastrophique, on nous sollicite d'accorder une confiance renouvelée au cas où les choses pourraient s'améliorer et où élire tel ou tel de ce qui est considéré comme la gauche gouvernementale améliorerait ce qui est une association bancaire, et il faut bien le dire, qui a toujours été une association bancaire, de sorte d'ailleurs que les engagements qui sont pris par les temps qui courent pour solliciter les citoyens de voter ressemblent un petit peu à l'espoir, enfin consiste à faire miroiter l'espoir qu'on peut transformer une entreprise bancaire en entreprise de bonnes œuvres par une transmutation miraculeuse. Alors, il faut bien dire que l'Europe, parler de l'intégration européenne, c'est d'abord dire d'où elle vient, c'est d'abord se poser la question de savoir si a existé cette fameuse dérive dont on nous parle depuis un certain temps. L'entreprise aurait été une excellente entreprise, dévouée à la paix, une entreprise sociale. Quand on parle de social, d'ailleurs, ça veut dire que c'est bon pour l'ensemble de la population. Que je rappelle que social, ça signifie relatif à la société, ça ne précise pas quelles classes sont concernées. Donc une entreprise pacifique, sociale, sympathique, grâce à laquelle on aurait depuis 1945 acquis à la fois la prospérité et la garantie de paix éternelle. Amen. Voilà, amen, il faut bien le dire d'ailleurs, amen, parce que je n'aurai pas l'occasion d'y consacrer beaucoup de temps, mais j'y ai consacré beaucoup de temps dans mes travaux. Vous savez que l'Église romaine a été fortement associée, continue à l'être d'ailleurs à l'entreprise. Ne parlons d'ailleurs que de ce macaron, de ce drapeau avec les étoiles supposées correspondre à un hommage rendu à la Vierge Marie. Alors, d'une part, disais-je, la réalité de l'Europe, et puis, d'autre part, ce que j'appellerais, en termes simples, la propagande de l'Europe. Parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup aggravé dans les dernières années, disons depuis 20 ans, et plus encore d'ailleurs dans la période récente, vous le savez, l'europtimisme a gagné partout, y compris la sphère académique, c'est-à-dire que la sphère académique a été sollicitée de se mettre au service de l'Union européenne et que l'europtimisme des historiens compte beaucoup dans cette fameuse pédagogie qu'on avait prescrite au moment où les Français avaient eu la mauvaise idée, en mai 2005, de répondre non à une question qu'on leur avait posée parce qu'on était sûr qu'ils répondraient oui. Ce qui a donné lieu, vous le savez, à un déluge d'insultes contre ces crétins, ces abrutis, ces incultes qui ne comprenaient rien aux excellentes choses de l'Europe. Ce qui laissait entendre d'ailleurs qu'on allait sans doute prendre des mesures pour que des crétins faisant si mauvais usage du droit de vote en fussent privés. Et ces insultes avaient été accompagnées d'un appel à ce qu'on appelle la pédagogie. Vous savez ce que c'est que la pédagogie? La pédagogie est un terme qui est devenu, ces derniers temps, strictement synonyme
de propagande. Alors vous me direz, la propagande, ça existe toujours, la propagande. Hein. La propagande, elle peut être pertinente quand elle est fondée sur les faits. Après tout, mobiliser un peuple dans sa défense quand il est attaqué et qu'il doit assurer la survie de ses frontières nationales, de son existence nationale, c'est tout à fait honorable. Le problème de la propagande, évidemment, se pose quand la propagande repose sur des faits inexacts. C'est le cas et l'université a joué un grand rôle ces derniers temps pour essayer de nous convaincre qu'il fallait absolument continuer en matière européenne. Il faut le dire, parce qu'il a quand même fallu connaître la dernière période pour que des concours aussi sacrés dans la formation de nos intellectuels, de nos professeurs, de ceux, après tout, qui forment des générations entières, qui sont supposés les initier à l'esprit critique, à la connaissance, quand ces professeurs deviennent le jouet de collègues qui, pour des raisons évidemment sur lesquelles je me suis appesantie dans un petit livre qui s'appelle l'histoire contemporaine toujours sous influence, se sont mis au service des puissants de ce monde, des puissants en France, de l'État, des patrons, du grand patronat, et aussi de cette Europe qui leur fournit un public sûr, qui leur fournit des moyens éditoriaux, puisque souvent leurs ouvrages sortent des presses universitaires de Bruxelles, de Luxembourg ou d'ailleurs, et que très peu après 2005, et à cause du résultat de 2005, dont on connaît l'usage politique aujourd'hui, un certain nombre de collègues ont décidé que, comme il était extrêmement dommageable que les Français aient eu la mauvaise idée de voter non, eh bien, il fallait assurer cette pédagogie. Et comment est-ce que cette pédagogie a été assurée? En mettant les concours de recrutement des enseignants au service de l'intégration européenne. Ça s'est appelé entre 2007 et 2009, et c'était une période où j'assurais encore des enseignements. Ça s'est appelé Penser et construire l'Europe 1919. 1992, le bonheur tombant sur les peuples européens avec le traité de Maastricht. Et je sais de sources absolument sûres que les collègues qui avaient eu la responsabilité de choisir le programme, d'en fixer la problématique, d'en fixer la bibliographie, l'avaient fait pour assurer cette pédagogie et intéresser les Français à la poursuite de cette Europe si délétère. Ça a donné lieu d'ailleurs, je l'évoque dans l'ouvrage, ça a donné lieu à ce qui est un scandale qui définit bien le fonctionnement de l'historiographie en France, c'est-à-dire l'éjection totale de toute pensée critique, ce qui a conduit d'ailleurs à évincer des historiens qui comptent parmi les meilleurs historiens reconnus du monde depuis des décennies, et a indiqué, il y a peut-être des historiens parmi vous qui connaissent la revue de Historiens et Géographes, qui publie toujours le programme officiel, si je puis dire, et la bibliographie officielle du concours. Alors les 2000 volumes, parce que ça fait plaisir aux collègues de montrer qu'ils sont très savants. Évidemment, aucun étudiant ne lit 2000 ou 2500 volumes. D'ailleurs, les collègues n'ont pas lu non plus. C'est précédé par une ou deux pages, deux, trois pages, vous voyez, de la bibliographie qu'il faut avoir lue, avec des étoiles. 2 étoiles, 1 étoile. Alors, dans les étoiles, il y avait toute une série d'ouvrages dont certains n'étaient même pas encore sortis. Alors, je dois dire que l'université française devient grandiose ces dernières années. 2 étoiles, 2 futures étoiles, à des ouvrages qui presque tous sortaient des presses universitaires européennes officielles.
Alors, on est à un point tel que si on le raconte à des universitaires, ça ne les indigne pas, ce qui montre le sort de l'histoire depuis quelque temps. Et puis, alors vous savez, cette année, outre la célébration de l'Europe, on se lamente beaucoup sur les massacres de la Première Guerre mondiale, et puis on nous laisse entendre, on se lamente, mais un certain temps après quand même, dans cette habitude de la repentance, vous le savez, dont l'Église romaine a donné il y a quelque temps l'exemple. Et alors on nous a délégué des responsables de la pensée droite, de la doxa, avec Le Monde, le journal de référence, qui nous explique toujours d'ailleurs comment il faut aborder les grandes questions historiques, Staline, l'Holodomor ukrainien, etc. Ben là, Le Monde, en novembre 2013, nous a préparé le centenaire de la Première Guerre mondiale en nous disant comment il fallait penser. Il faut bien dire d'ailleurs que Grenoble, en l'occurrence, a un rôle dans la détection de ce genre de manœuvre, puisque si je ne m'abuse, c'est Antoine qui, en novembre 2013, m'a fait, alors que je ne suis pas une lectrice régulière du Monde, m'a fait observer que mon collègue médiéviste, qui se pique d'être en même temps spécialiste des mémoires de la Première Guerre mondiale, vous savez, ce terme qui remplace si souvent l'histoire, que Nicolas Offenstadt avait fait une tribune, enfin pas une tribune, avait fait un grand article dans Le Monde, dans lequel il disait qu'il fallait en finir avec 10 idées reçues sur la guerre de 14-18. C'est sympathique d'en finir avec les idées reçues. Je vous passe les 9 autres, je vais vous parler de la première idée reçue, qui est naturellement la plus ennuyeuse. Alors, cette plus ennuyeuse, eh bien, ce sont les interprétations marxistes des origines de la guerre mondiale. Vous allez voir qu'on est près de l'Europe. Puisque ces interprétations marxistes, derrière les réflexions de Lénine sur l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme, allouent une place centrale aux rivalités économiques accentuées par la baisse tendancielle du taux de profit et au caractère prédateur des milieux industriels. Il y a certes des rapports de force commerciaux entre les blocs en Chine ou dans l'Empire ottoman, entre Britanniques inquiets du Made in Germany, c'est-à-dire cette inquiétude de l'impérialisme britannique qui perd sa première place et qui, à partir de 1875, s'aperçoit avec effroi qu'il ne domine plus les marchés européens et qu'il est supplanté en la matière par le jeune impérialisme conquérant allemand, entre Britanniques et Allemands. La course aux armements dans l'immédiate avant-guerre dans tous les pays renforce cette interprétation. Vous voyez, on pourrait croire éventuellement que Lénine a raison, mais l'historiographie a montré que les interdépendances étaient en fait très fortes entre les économies et que pour nombre de secteurs, assurance, société minière, la paix était préférable à la guerre. La City, que chacun connaît, n'est-ce pas, ce temple de la finance britannique, a ainsi plutôt poussé à défendre la paix. Par ailleurs, en matière de politique étrangère, les milieux industriels et financiers n'étaient pas unis. Ben voilà, s'ils avaient eu l'Europe en 1914, il n'y aurait point eu de guerre. Bon, alors, reprenons toutes ces bonnes idées pour essayer de voir ce que sont les origines de l'Europe. Parce que mon collègue Offenstadt, finalement, il met l'accent sur des choses fort intéressantes. Et vous aurez été frappé, même si vous n'avez pas lu l'ouvrage dont je vais vous parler, vous aurez été frappé par la campagne qui avait précédé, pas de beaucoup d'ailleurs, l'offensive de Nicolas Offenstadt contre les idées reçues par la campagne extraordinaire, pas tout à fait égale à celle sur le livre noir du communisme, mais pas loin, d'un historien britannique qui venait de s'apercevoir que les somnambules avaient déclenché la Première Guerre mondiale bêtement, comme des zombies, voilà, c'était une affaire fatale, mais quand même qu'on aurait pu éviter, et finalement, si les Russes et les Serbes n'avaient pas été là, hein,
on n'aurait pas eu non plus la guerre mondiale parce que les banquiers, finalement, la sphère de l'économie était propice à la paix, c'est encore bien malheureux. Autrement dit, là encore, c'est la faute des politiques et pas du tout de l'économie. Eh bien, parlons justement de l'analyse de Lénine, c'est-à-dire de cet impérialisme, stade suprême du capitalisme, dont je recommande, dont j'ai toujours recommandé la lecture, mais dont il faut bien dire que je recommande encore plus systématiquement la lecture depuis quelque temps, tant ce tableau du monde impérialiste à la veille de la Première Guerre mondiale, tableau dressé en 1916, donne une idée exacte des circonstances dans lesquelles s'est déclenchée la Première Guerre mondiale et donne un tableau précis de ce qu'est aujourd'hui la situation, alors même que, comme le dit Lénine, on se trouve dans une phase de crise générale de l'impérialisme. Je vous signale qu'une crise générale d'un mode de production, ça peut durer très longtemps, parce que le mode de production féodal, avant la Révolution française, est entré en crise pour à peu près 300 ans. Mais enfin, on peut être rassuré, puisque, comme vous le savez, l'histoire s'est accélérée. Alors, l'histoire s'accélérant, repartons quand même de cette époque. Finalement, ce que nous dit Hofenstadt, c'est, comme disait Lénine, on en parlait tout à l'heure avec Antoine, qui était un petit peu rude, quelquefois dans l'expression de son avis, c'est la reprise de la petite fable bébête, je cite Lénine, de la petite fable bébête de l'ultra ou du supra-impérialisme, c'est-à-dire que ces grands monopoles sont tellement liés, tellement étroitement associés, ayant supprimé tous leurs caractères nationaux spécifiques, que la guerre devient impossible avec un capital qui se concentre jusqu'à devenir pratiquement un capital unique. Je rappelle que la petite fable bébête de Kautsky, ça fait référence à Kautsky, Karl Kautsky, qui était le plus grand marxiste vivant depuis la mort d'Engels, qui avait guidé le marxisme allemand jusqu'à sa conversion en entre 1910 et 1912 au réformisme et à cette idée grandiose qu'on allait vers la paix, puisque les monopoles étaient unis. Autrement dit, est-ce que les monopoles ont été un facteur de paix? Non. Et je dois vous dire d'ailleurs que, mis à part évidemment les aspects économiques et politiques que j'aborde dans le livre Aux origines du carcan, c'est largement sur cette idée que je pars, c'est-à-dire cette idée qu'on nous a serinée, particulièrement ces dernières années, que l'intégration européenne était un facteur de paix par rapport aux périodes antérieures qui n'auraient pas été marquées par l'intégration et qui, faute de cette intégration bienfaisante, auraient débouché sur des guerres meurtrières, ravageuses, etc. Pas du tout. On est depuis un siècle, finalement, c'est-à-dire depuis les premiers mûrissements de l'impérialisme, dans une situation très semblable. C'est-à-dire qu'on est entré dans la phase impérialiste entre, disons, 1880 et 1913, une phase caractérisée par l'extrême concentration du capital en monopole, par le poids de ce que Lénine appelle le capital financier, c'est-à-dire une tendance à la fusion entre le capital industriel et le capital bancaire, qui est à l'origine, non pas évidemment d'industrie ou de banque simplement, d'énormes monopoles, jouant chacun dans sa nation d'origine et dans le monde un rôle déterminant. Sur fond d'internationalisation du capital, le voilà, ce rêve pacifique de capitaux qui sont ensemble, qui dépassent les aspects nationaux. Internationalisation du capital, guerre renforcée contre les salaires pour maximiser les profits par divers moyens. D'une part, évidemment, la fameuse course coloniale
qui fait que après le dépeçage de l'Asie, déjà bien en route avant la phase impérialiste, s'accélère, se déclenche et s'accélère la fameuse course à l'Afrique, c'est-à-dire qu'est dépecé le continent africain, donc ça signifie une guerre contre les salaires parce qu'il s'agit non seulement d'obtenir des matières premières à très bas coût, mais d'obtenir des matières premières à très bas coût parce que les salaires sont eux-mêmes des salaires de misère, et ça passe par des guerres perpétuelles qui ont pour enjeu ce que Lénine appelle le partage et le repartage du monde. Car ce qui est caractéristique de cette période, c'est que ces grands monopoles se taillent le monde en pièces et que cette répartition n'est jamais définitive. Et qu'il s'agit à chaque fois, au fil de l'évolution des impérialismes, au fil du rapport de force qui donne à certains impérialismes un poids plus important qu'aux autres, il s'agit que les plus puissants repartagent à coups de serpe, à coups de guerre, le monde comme ils en ont besoin. Je dois dire qu'on est au cœur de la conjoncture actuelle, comme vous le savez, et que, évidemment, ça incite à des comparaisons. Il s'agit donc d'une internationalisation du capital liée à l'attente de profits plus importants. Je vous sollicite vivement de lire L'impérialisme au stade suprême du capitalisme, car vous y lirez la démonstration, non à l'appui, non de monopole à l'appui, non de banques à l'appui, dans lesquelles vous reconnaîtrez les banques qui vous sont familières, en tout cas qui vous sont familières, je dirais, si l'on peut dire, parce qu'on en entend à la télévision et par le peu d'écho qu'on en a de leur pratique. Donc, d'une part, ces énormes monopoles sont déjà tous là et le niveau de concentration a l'air pratiquement de même ordre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Que chacun, évidemment, a une volonté d'hégémonie qui, à certains moments, passe par un développement pacifique ou relativement pacifique, ou en tout cas pas par un développement guerrier ouvert, et que ça débouche quand même sur des guerres, parce qu'à un moment, le partage ne peut pas se faire autrement que par la voie non pacifique. Et ce partage ne peut pas se faire par la voie non pacifique, parce que dès sa naissance, l'impérialisme naît sous le signe de la crise systémique du capital. Quand est né l'impérialisme ? Grosso modo, à la suite de la crise de 1873, qui a, comme la nôtre d'ailleurs, duré plus de 40 ans et dont la solution provisoire s'est trouvée réalisée par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ce qui veut dire que quand on parle d'intégration européenne, on ne parle pas simplement de 1945, on ne parle pas en particulier de ce que l'historiographie, parce que mon collègue appelle ça l'historiographie. Il faut entendre par l'historiographie, l'apostrophe, l'article défini, il faut entendre l'historiographie non marxiste ou anti-marxiste. Mais il y en a une, mais c'est pas grave, elle est considérée comme n'existant pas. Or, cette historiographie dominante nous explique finalement que l'Europe, c'est un projet démocratique, pacifique, de liberté, qui nous a expliqué Pierre Gerbet, alors l'idole de Sciences Po, et au fil du temps, comme Sciences Po est devenu le tuteur de l'histoire contemporaine en France, le bréviaire de l'ensemble de l'histoire contemporaine, hein. Vous voyez, les étudiants, ils arrivaient, vous disaient, j'ai un manuel, j'ai le Milza Eberstein, et sur l'Europe, j'ai le Gerbet. Bon, alors le Gerbet, c'est-à-dire cet auteur de la construction de l'Europe, professeur à l'école des sciences politiques, qui n'avait jamais regardé une archive d'histoire, nous avait expliqué que après 1945, tout le monde voulait la paix, et puis tout le monde était quand même inquiet des soviets.
J'en avais pas parlé de ceux-là, j'aurais pu en parler à partir de 17, mais comme on nous explique que c'est parce qu'ils ont été encore particulièrement méchants après 1945, donc ils ont fait peur à tout le monde. Et ça tombait bien parce que comme les États-Unis avaient un grand projet de liberté, tout le monde pouvait se mettre d'accord là-dessus, et que comme les Soviets étaient bien plus dangereux que l'Allemagne, qui venait de déclencher une guerre finalement, vous voyez, dont on pouvait résorber aisément les effets quelques années après, eh bien, on pouvait s'allier avec l'Allemagne, en faire un facteur de paix, elle qui avait été si longtemps un facteur de guerre, et tout ça sous l'aide, comme il disait, le projet devenait d'autant plus, l'action commune devenait d'autant plus évidente que les États-Unis en faisaient une condition de leur aide. Ça tombait bien, n'est-ce pas? Ça tombait bien, ça tombait heureusement. Et ainsi, voilà, naquit, je le cite, l'entreprise sans doute la plus originale et la plus féconde du XXe siècle, grâce à laquelle on allait proscrire définitivement les guerres. Alors tout ceci, évidemment, sur fond de rôle décisif des politiques. C'est une affaire politique, vous voyez, en vue de la préservation de la paix, essentiellement. Les industriels et les banquiers se seraient ralliés, et en particulier les pères de l'Europe, dont le véritable père serait ce bon Schuman, vous savez, le héros lorrain, qui, dans un discours du 9 mai 1950, aurait enfin appelé à l'Europe de la paix, puisqu'on allait unir le charbon et l'acier au bénéfice non plus de la guerre et des monopoles, du comité des forges ou de son équivalent allemand, mais au bénéfice de la paix définitive. Bon, évidemment, rien ne s'est passé comme ça. Le Capital, avant 1914, on peut dire que la chose a commencé avant 1914. Je vais faire un bref rappel, et puis vous lirez mon livre, et puis vous lirez des tas d'autres livres, et puis voilà, vous saurez les choses plus précisément. Avant la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'impérialisme, on a déjà toutes les caractéristiques qui vont caractériser notre Europe. D'abord, une très forte intégration des capitaux. Et il se trouve qu'historiquement, ça a commencé sur le continent européen par les deux impérialismes qui étaient, je dirais, parvenus au niveau de puissance ou de maturité qui dictait leur alliance-rivalité, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Le capital français avait commencé à acheter des entreprises allemandes, le capital allemand, même chose, tout ça à la fin du XIXe siècle. Par exemple, la France contrôlait une partie du marché du verre, Saint-Gobain contrôlait une bonne partie du marché du verre en Allemagne, il en allait, les entreprises allemandes, les entreprises allemandes d'industrie lourde, la sidérurgie, achetaient des mines de fer en Normandie. Enfin, vous voyez, tout allait pour le mieux du monde. C'est dans cette période que Kautsky a eu de grandes espérances. Et tout allait très bien jusqu'à ce que tout alla très mal. Ça a commencé sur fond de crise aggravée à se gâter sérieusement au début du XXe siècle, et vous avez tous entendu parler, ou presque, en tout cas quand on faisait un peu d'histoire en France et qu'on passait par un secondaire où l'enseignement était correctement assuré, on savait qu'en 1903, il y avait eu ce coup de tonnerre du Bagdad-Ban attribué par l'Empire ottoman au Reich tout seul, et ça c'était quand même embêtant parce que voilà, il aurait l'accès au pétrole, hein, parce que l'Irak c'était l'accès au pétrole. Vous voyez, nous voilà dans des choses très contemporaines. Et puis, ça a commencé à se bagarrer dans les colonies, proprement dit. Enfin, vous me direz, l'Empire ottoman était une colonie, je le concède. Mais enfin, ce n'était pas une colonie officielle. En revanche, l'Afrique était constituée de colonies officielles, et on s'est bagarré en Afrique. On a commencé d'ailleurs, avant 1914,
à la fois à se bagarrer et à s'aimer beaucoup, parce que les banquiers se mènent une lutte une lutte difficile, mais ils s'aiment bien, ils se fréquentent. D'ailleurs, ils se fréquentent même en temps de guerre, ils continuent, même en temps de guerre générale, de guerre mondiale. Et donc, on a commencé à se disputer davantage. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le nationalisme. Nationalisme, nous le verrons d'ailleurs, qui, du point de vue du capital, a toujours été strictement subordonné au profit maximum, ce qui explique d'ailleurs, comme ça je vais être très clair, que les grands patriotes, ma foi, violent un peu leur patriotisme, sachez, je pense que ce sera un exemple parlant que en 1918, le Sea Patriot Group s'était débarrassé de tous ses titres étatiques allemands et avait acheté des titres américains en grande quantité. Eh bien, le partage-repartage a été si difficile, et encore je n'évoque que ces deux impérialismes-là, mais il y avait les autres, que, vous le savez, en 1914, non pas à cause des somnambules, mais à cause de la gravité de la crise et de la violence des rivalités, a été déclenchée la Première Guerre mondiale. On était dans une situation de très grande internationalisation du capital avec association des capitaux. Et dans ce contexte d'ailleurs, pour que vous compreniez bien que ce thème de la paix est une véritable escroquerie, il faut bien comprendre comment, dès la Première Guerre mondiale, les choses se sont passées. Par exemple, et pourtant, les programmes sont effroyables, les programmes pour l'après-guerre, pour celui qui vaincrait, sont des programmes extrêmement durs, extrêmement rudes. Je dirais que le plus achevé de ces programmes, le plus violent de ces programmes, sur le continent européen, je laisse tomber pour l'instant l'impérialisme américain, il est vrai que son programme était lui aussi multiforme. Je ne vais parler pour l'instant que de l'impérialisme allemand, simplement pour montrer comment les réalités sont gommées par l'historiographie bien pensante. On dispose d'une thèse remarquable d'un professeur qui n'est pas un marxiste, qui a même été un nazi de très bon ton, puisqu'il s'agit du grand historien Fritz Fischer, qui, comme il était de coutume en Allemagne, quand on faisait des études, puisque les études étaient réservées très strictement aux enfants de la bourgeoisie et même de la moyenne et de la grande bourgeoisie, Fritz Fischer, issu d'une famille dite nationaliste donc, a été un professeur hitlérien, nommé très jeune d'ailleurs, à l'université de Francfort, mais il a, après la guerre, étant un historien allemand avec les habitudes allemandes de consultation des archives et puis avec cette atmosphère en Allemagne qui, il faut le dire, a donné lieu à une grande inventivité lorsque, au grand bénéfice de l'Europe qui avait subi 39-45, l'Allemagne a été divisée en deux, Fritz Fischer a fait un ouvrage qui s'appelle Les buts de guerre germanique dans la Première Guerre mondiale, et il a montré ce qu'était la réalité d'un programme impérialiste, c'est-à-dire ce qu'était le programme allemand de conquête, de partage-repartage, c'est-à-dire reprise des territoires lorrains qui n'avaient pas été pris en 1870-71 parce que les ingénieurs de l'époque bismarckienne n'avaient pas ne connaissaient pas les gisements de Meurthe et Moselle qui n'avaient été découverts qu'en 1881, de telle sorte que naturellement l'Allemagne victorieuse achèverait la conquête de la Lorraine et aurait l'ensemble de l'Est, le reste ayant été conquis en 1870, annexerait pratiquement ou par diverses méthodes la Belgique, qui était le véritable réceptacle du capital de l'impérialisme britannique,
puisque la Belgique était la porte ouverte de l'impérialisme britannique vers l'ensemble du continent. Je vous en passais des meilleurs, je vais en citer quand même un exemple, le programme qui, élaboré dans les 3 premiers mois de la guerre, prévoyait que la France vaincue serait affectée de réparations tellement lourdes qu'elle serait dans l'impossibilité de réarmer pendant un minimum de 20 ans. Vous savez qu'elle avait déjà d'ailleurs pas payé beaucoup de réparations dans la période où elle avait été occupée entre 1870 et 1872. Ça, c'est pour vous montrer comment l'intégration avait, empêché les programmes de guerre de se déployer. Le programme impérialiste français était assez conquérant, nettement moins conquérant, ce qui met l'accent sur une caractéristique de l'impérialisme français, je dirais depuis qu'il existe, et même je dirais du capital français avant que n'existât l'impérialisme, c'est cette capacité qu'a l'impérialisme français, confronté à un peuple délicat, un peuple qui se bat, un peuple qui sait se battre de temps en temps, cette tendance qu'a l'impérialisme français, qui se sent en position délicate, à chercher protection dans les impérialismes plus puissants qui le mettent en mesure de gérer les problèmes créés par sa population. Je le dis parce que c'est une caractéristique qu'on prête souvent exclusivement aux privilégiés italiens, auxquels, il faut bien le dire, les privilégiés français n'ont rien à envier. Et je vous rappelle à cet égard, ou je vous signale à cet égard, l'accès de franchise qu'a eu en 1976 un homme de la grande bourgeoisie, difficile de faire mieux à cet égard, qui était fils de banquier, qui a été père de banquier, qui a été lui-même grand banquier, puisqu'il a été président du Crédit Lyonnais, comme son fils d'ailleurs, et qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Profession fonctionnaire », dans lequel il dit que la grande bourgeoisie française se complaît dans les malheurs de la patrie et qu'elle n'a cessé depuis le XIXe siècle de se réjouir des malheurs de son peuple en 1815, dit-il, en 1852, en 1870, le tout pour finir sur 1940, où ces gens qui avaient d'ailleurs été politiquement vaincus ont pris leur revanche dans le régime de Vichy. Vous voyez, là, ça n'est pas des historiens subversifs qui le disent, c'est un spécialiste par classe de la question. Dès cette période d'affrontement, se dessine cependant la tendance à s'arranger. Vous vous dites, on se dit tous spontanément ou par l'expérience historique qu'on a acquise au cours de sa vie, même si on n'est pas historien, on se dit finalement collaborer pendant la guerre, ça ne se fait pas. Ça ne s'est fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, ça a été tellement frappant que ça a laissé un souvenir aigu et qu'on parle de cette collaboration, vous voyez, en étant un peu choqué. Oh, mais pas du tout. C'est-à-dire que, figurez-vous que pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ma foi, on s'est un peu arrangé aussi. Et alors, notez que c'est quand même un prélude à la deuxième, d'ailleurs les mêmes entreprises ayant fait la même chose dans la deuxième que dans la première. Alors, je vous donne un exemple qui est l'exemple le plus connu, qui a mis très en colère mon collègue Jeannet, qui aime beaucoup François de Wendel, qui aime beaucoup aussi son grand-père Jeannet, mais enfin je ne vais pas parler de ce que Jeannet faisait, le président du Sénat faisait en 1940, et donc Jeannet dit que ce que je vais raconter n'est pas vrai. Je vous assure, archives à l'appui, que c'est vrai. Il y a une historienne qui a tout démontré en la matière, et bien entendu, je la cite, avec d'autres éléments. C'est l'accord de Briey. Les troupes allemandes, la Reichswehr arrivent jusqu'à Briey, en Meurthe-et-Moselle. Bon, ma foi, c'est un peu dommage de détruire tout ça. Le Briey, ça appartient aux Wendel. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on met des panneaux autour des gisements ferrifères, et puis les Allemands
l'armée allemande n'attaque pas, ne noie pas les gisements, etc., mais les exploite jusqu'en 1918 au bénéfice de l'économie de guerre allemande. Et puis on fait la même chose pour l'entreprise Ugine et puis pour bien d'autres. Et bien vous voyez, Wendel et Ugine, c'est pas seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi pendant la Première. Et puis voilà, la guerre se termine parce qu'il y a des impérialismes qui l'emportent sur les autres, y compris celui dont je n'ai pas parlé. C'est-à-dire celui qui est déjà devenu le premier impérialisme et celui, vous le savez, qui nous préoccupe tant aujourd'hui, c'est-à-dire l'impérialisme américain, qui est entré tard dans la phase impérialiste, dans les années 1890, mais qui entre dans la Première Guerre mondiale à fonction, à motif de partage-repartage. Et il y a beaucoup à partager et à repartager. Parce que d'abord, les rivaux européens, ma foi, se sont quand même taillés en pièces énormément de zones, et il n'y a pas grand-chose pour les Américains. Bon, certes, ils sont en Chine, où ils ont décrété la porte ouverte, mais enfin, oui, vous voyez, il y a l'arrière-cour, ils se sentent à l'étroit quand même. Hein. Ils se sentent à l'étroit vers le continent européen, ils se sentent à l'étroit en Asie, vers le Pacifique, et donc, ils ont beaucoup de prétentions. Et un programme qui sera exprimé par cette chose dont, superficiellement, on croit qu'elle est l'œuvre d'un professeur Nimbus de l'université de Princeton, le président Wilson, vous voyez, qui a collé les 14 points, mais lisez-les, relisez-les, les 14 points qui étaient supposés être les points, les revendications américaines: liberté des mers, liberté sur l'ensemble des fleuves du continent européen, enfin bref, traduit en bon français, c'est quoi? Vous serez bien aimable de me céder vos colonies, dont le système d'exclusivisme est extrêmement dommageable à mon commerce et à mon contrôle des matières premières. Et bien entendu, nous allons nous installer en Europe où nous sommes insuffisamment installés. Or, c'est l'impérialisme américain qui est le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, même si, et il faut l'avoir en tête, les États-Unis n'ont pas participé, ou très peu participé à l'effort militaire, mais leur rôle financier dans la guerre a été essentiel, puisque c'est essentiellement l'impérialisme américain qui, par ses prêts, a financé l'entente, c'est-à-dire les monopoles de la France, de l'Angleterre, de la Russie. Sachez quand même que les monopoles de la Russie, ce n'est pas des monopoles russes, hein. C'est des monopoles impérialistes, c'est-à-dire que quand les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie en novembre 1917, mis à part un petit peu d'industrie sucrière et d'industrie textile, il n'y a pas grand-chose qui appartient au capital russe. Tout appartient au capital étranger, et la Russie est une colonie à peu près comme l'Empire ottoman et comme les colonies proprement dites. Cet impérialisme américain joue donc, dans le contexte du partage-repartage, un rôle essentiel, et le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, même s'il n'est pas le vainqueur militaire, puisque c'est l'impérialisme français qui est le vainqueur militaire. Et puis, ma foi, l'intégration des capitaux reprend. Les conflits se terminent sur des compromis, même si le compromis semble rude pour l'impérialisme allemand. Il sera appliqué d'ailleurs de manière beaucoup moins rude que ne l'établit le traité de Versailles, mais je vous laisse découvrir bien sûr le détail. Et dans l'entre-deux-guerres, se nouent et se renouent ces liens entre capitaux, s'accentuent ces liens entre capitaux. Je ne vais naturellement pas vous raconter l'entre-deux-guerres, mais je vais quand même être obligé de vous raconter ce qu'il est ahurissant de ne pas voir dans n'importe quel travail sur l'histoire de l'Europe. Car, outre cette association des capitaux, de plus en plus systématique, à partir des années 20, en ce qui concerne l'impérialisme français,
grosso modo, à partir des capitulations de ce qu'on appelle le plan Dawes, c'est-à-dire du règlement américain de la question des réparations, ou plus exactement, l'amorce de la liquidation des réparations. Je fais une petite parenthèse, il faut bien comprendre que c'est un des éléments du partage-repartage. Les réparations, ça assure aux impérialismes vainqueurs du continent européen ou des îles européennes, puisque évidemment il y a les îles britanniques, ça leur assure une certaine victoire économique dans le bilan de la guerre de 14. Hein, c'est-à-dire, j'ai vaincu l'impérialisme allemand, je vais quand même me payer un peu sur la bête. Mais comme l'impérialisme américain a besoin, bien entendu, de se payer sur la bête allemande un peu, mais aussi de passer contrat avec la bête allemande, parce que c'est avec le capital allemand que les associations de capitaux sont immédiatement les plus intéressantes. Eh bien, dans ce contexte-là, il est certain que les réparations sont une gêne considérable. Et je ne vais pas vous donner tellement d'exemples, mais quelques-uns quand même. Notez que, au moment de la discussion sur le traité de Versailles, dans ce qu'on appelle la conférence de Paris, vous avez bien entendu les représentants des impérialismes européens, mais vous avez aussi les représentants de l'impérialisme américain. Hein, et en particulier, vous avez un jeune homme issu des meilleurs milieux WASP, comme on dit, c'est-à-dire White Anglo-Saxon Protestant, blanc anglo-saxon protestant, qui s'appelle John Foster Dulles, qui sera, vous le savez, secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères d'Eisenhower dans les années 1950, et dont le petit frère sera chef du service des renseignements, d'abord de l'OSS en Europe, puis de la CIA. Vous avez entendu parler de la baie des cochons. La baie des cochons, c'est le petit frère. Donc, le grand frère est expert juridique et financier. Il est le partenaire associé de la plus grosse entreprise, de plus gros cabinet d'affaires américain. Si vous allez à New York, vous verrez son immeuble, lui, il n'a pas été programmé pour sauter le 11 septembre 2001, il est toujours là, et c'est l'entreprise Sullivan & Cromwell, qui est une entreprise d'avocats d'affaires qui fait ses affaires essentiellement avec l'Europe centrale et plus particulièrement avec l'Allemagne. Et il passe son temps à la conférence de Paris à demander que des réparations ne viennent pas peser sur l'Allemagne, car les réparations iraient au strict bénéfice des rivaux britanniques et français. Donc, vous voyez que ça se passe plus mal que ça n'a l'air, toutes ces associations, intégrations, etc. Il n'empêche que les États-Unis emportent le morceau, l'impérialisme américain entre dans des rapports avec l'impérialisme français qui dictent l'histoire de l'Europe. Pourquoi ? Parce que, en fonction de la conjoncture, en particulier évidemment de la conjoncture des capitaux, du développement du capital, l'impérialisme français va avoir tendance à chercher son tuteur, soit auprès de l'impérialisme américain surtout, soit auprès de l'impérialisme allemand surtout, soit dans certaines périodes auprès des deux ensemble. Vous voyez, ça se passe en général plus quand il n'y a pas de guerre mondiale. Dans les guerres mondiales, en général, on choisit un moment, quitte à changer ensuite les règles. Et donc, c'est dans ce contexte, quand en fait le capital français renonce aux réparations, que se fait la première réconciliation franco-allemande. Ça s'appelle comme ça, hein. Il y a des hauts fonctionnaires qui, à ce moment-là, dénonçant le réarmement clandestin allemand, le réarmement de revanche, qui a commencé non pas en 1933, mais en 1919, se font retirer de tels postes prestigieux qu'ils occupaient, parce que quand même, on ne fait pas des choses si incorrectes. Et puis,
à partir de 1925-1926, tandis que se constituent des monopoles de plus en plus gigantesques. Pensez à Ligue et Farben et aux cartels dans lesquels entrent Ligue et Farben, ces cartels internationaux qui permettent de maximiser les prix, d'écrabouiller avec plus d'efficacité les salaires, car plus les prix et les profits sont considérables, plus les salaires doivent quand même être bas, ce qui assure évidemment un maximum de profit. IG Farben, Vereinigte Stahlwerke l'année suivante, en 1926, c'est-à-dire les aciéries réunies, c'est-à-dire les énormes monopoles sidérurgiques qui ne préparent pas des casseroles, mais des canons et autres instruments peu pacifiques. Et donc, c'est dans ce contexte de cartélisation qui n'empêche aucun conflit, et même, je dirais, qui les ulcère à terme, c'est dans ce contexte que, en septembre 1926, se constitue le cartel international de l'acier, c'est-à-dire cette structure cartellisée qui permet de réaliser les objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va permettre dans la crise, ayez-le en tête parce que ça éclaire la conjoncture d'aujourd'hui, qui permet en temps de crise de ne pas baisser les prix parce que le secteur monopolisé et cartellisé est capable de résister à tout effondrement des prix. Si ses prix à lui ne s'effondrent pas, ça signifie que les prix d'autres doivent s'effondrer et surtout que les salaires doivent s'effondrer. Quel est l'acte de naissance de l'intégration européenne qu'on nous transforme en future bonne fée? Après nous avoir dit d'ailleurs depuis 1947-1948 que ce serait toujours une bonne fée. C'est le cartel international de l'acier. C'est tellement le cartel international de l'acier que vous allez voir, quand on a reconstitué l'intégration européenne contemporaine, on n'a pas arrêté de se riner qu'on refaisait la même chose, mais c'était bien parce qu'en plus on collait le charbon. C'était dans des conditions tout à fait remarquables, puisque le charbon était étatisé et que lui, ma foi, on pourrait le procurer à bas prix aux sidérurgistes privés. Ça s'est arrangé. Vous dit-on, c'est à cause de la crise des années 30. S'il n'y avait pas la crise, le problème, vous voyez, c'est que ça consiste à prendre son interlocuteur pour un imbécile. Parce que dire s'il n'y avait pas la crise, c'est interdire à son interlocuteur de savoir comment fonctionne le capital. Un capital sans crise, c'est évidemment une contradiction dans les termes, puisque la structure du capital fait que il évolue dans la crise. Donc, à partir de la crise, à partir des années 1930, me direz-vous, tout le monde s'est battu à cause de la crise. Eh bien, ce qui est le plus remarquable, c'est que dans ce processus de domination accepté par l'impérialisme français, on a vu cette chose extraordinaire que l'impérialisme français a laissé l'impérialisme allemand partager, repartager à son gré. Réfléchissons 2 minutes. Qu'est-ce que c'est en 1938 que l'Anschluss et la saisie de la Tchécoslovaquie, achevée le 15 mars 1939? Me direz-vous, on est en plein partage-repartage quand même, hein? Vous avez une Allemagne bridée par le traité de Versailles, qui non seulement veut récupérer son territoire initial, mais là qui frappe sur les autres. C'est-à-dire qui tape sur l'empire, l'ancien empire austro-hongrois. Et ce qui est devenu, avec la Tchécoslovaquie, les États successeurs. C'est-à-dire la zone française. La zone devenue une des zones privilégiées de l'impérialisme français. Que fait l'impérialisme français? Il résiste? Non. Il laisse faire. Vous me direz, mais oui, mais c'est parce que quand même,
il disait, il était sûr qu'on allait frapper les soviets. On pouvait bien consentir un petit sacrifice à l'ouest, ou enfin juste à l'est de ses frontières, pour être débarrassé de ces méchants soviets. Mais c'est qu'il ne s'agissait pas de ça du tout. Il s'agissait d'un programme de conquête. Comme vous le savez, c'est un programme de conquête dévorant. C'est un programme de conquête dévorant qui se déploie de 1938 avec 1939, avec adhésion des impérialismes rivaux, et qui se déploie plus encore de 1939 à 1945 avec l'Europe complètement ou presque complètement occupée. Est-ce que l'impérialisme français a résisté? Non. Est-ce que ça lui a valu la paix? Non. Qu'est-ce que ça a coûté au peuple français? Ben écoutez, pour ne parler que de la partie la plus importante du peuple français, si on enlève les paysans qui jouaient encore un rôle tout à fait considérable, grosso modo, 60% de la population française a perdu 50% de son revenu réel et 10 à 12 kilos de poids de 1940 à 1944. Donc, sur l'enrichissement des monopoles, pour reprendre le terme de Lénine, je pense qu'on n'arrivera jamais à mettre un chiffre. Ce que je décris dans Industriels et banquiers sous l'occupation est évidemment très frappant, tellement frappant qu'on pourrait penser quelquefois que j'ai inventé les archives, mais je vous jure, je n'ai rien inventé du tout. Mais en tout cas, vous voyez qu'il ne s'agit pas de bonne volonté. S'il s'agissait de bonne volonté, le capital français aurait évité les guerres. Il n'a pas pu éviter les guerres, et on est entré avec l'occupation, ou avec l'occupation de l'Europe, dans la période, je dirais, dans la période bénie de l'Europe. Il n'y a pas eu un moment plus européen, ce moment que veulent tant cacher les thuriféraires de l'Europe, les grands célébreurs de l'Europe. Par exemple, mes collègues, dans leur question de 2007-2009, ils ont viré 39-45. Vous savez pourquoi? Parce que le projet européen est un projet si sympathique et si pacifique que vraiment, de 1933 à 1945, il n'y a plus rien eu du tout. Il n'y a eu que des projets loufoques, nazis, vous voyez, enfin, purement idéologiques, tout ça n'a aucun intérêt, mais pas du tout, mes collègues n'ont pas bien regardé. Il y a eu des projets ensemble et puis il y a eu des réalisations ensemble. Et si vous regardez l'exemple français dans Industriels et banquiers sous l'occupation, vous verrez à quel degré d'intégration des capitaux on est parvenu. Y compris d'ailleurs avec, comme dirait l'autre, des bavures, hein, c'est-à-dire de temps en temps pour s'arranger sans que le capital arien soit trop gêné par français, soit trop gêné par les appétits dévorants de son interlocuteur allemand. Eh bien, on pouvait ici et là se servir sur le capital juif, bon, qui avait un rôle globalement modeste, mais enfin dans certains secteurs un rôle intéressant, de telle sorte que l'association des capitaux s'est faite notamment, pas exclusivement, mais quand même largement au détriment des capitaux juifs, comme je le montre. Plus les cartels, il y en avait avant-guerre, et ben il y en a eu encore plus. Pensez par exemple à Renault. Pensez à Renault qui avait dit à Hitler, à la chancellerie en février 1935, qu'il fallait absolument faire un cartel franco-allemand de l'automobile parce qu'il fallait supprimer la concurrence américaine. Vous voyez là, à l'époque, on aimait moins les Américains. Ça s'est fait, j'explique comment, sous l'occupation, avec une alouette pour la France, un cheval pour l'Allemagne, mais comme je l'ai déjà dit, finalement, l'impérialisme français aime beaucoup cette formule, une alouette, un cheval. L'alouette étant déjà assez grosse, c'est quand même satisfaisant, d'autant que les salariés se tiennent particulièrement tranquilles. Il faut vous dire que sur le plan européen, ça a été un bonheur, car finalement, déjà victime de pratiques extrêmement violentes du patronat français, la classe ouvrière française, sous l'occupation, sous tutelle conjointe du haut patronat français et de l'occupant, a été d'une docilité parfaite
Ce qui veut dire de ce point de vue que c'est une phase européenne où l'écrasement des salaires a atteint des niveaux intéressants. Je vous disais que finalement on est arrivé à un bilan final de moins 50%. Ça, vous voyez. Et on est arrivé ensuite évidemment au marché commun avec tous ces traits contemporains. Et ce mélange indissociable de poids de l'impérialisme allemand et de poids de l'impérialisme américain dans l'affaire. Alors vous me direz, les soviets, pourquoi ils ne parlent pas des soviets? Finalement, c'est peut-être aussi la faute des soviets. Vous avez vu que je n'avais pas beaucoup parlé des soviets dans l'entre-deux-guerres. Il n'y a aucune raison de parler davantage des soviets en l'occurrence, sauf pour dire quelque chose qui se trouve que comme enseignante j'ai beaucoup dit, parce que je fréquentais beaucoup les archives, c'est-à-dire que la question de partage-repartage est une question dont on voit aujourd'hui le débouché. Pourquoi on voit le débouché? Parce que les affrontements interimpérialistes, vous le savez, sont en train de se déployer en Europe même, dans le centre par rapport à la périphérie. La crise systémique récente est une crise qui a frappé de manière extrêmement violente ce qu'on appelle la périphérie, c'est-à-dire l'ensemble colonial devenu l'ensemble néocolonial, mais on nous a seriné qu'il n'y avait pas de problème puisque au sein de l'Europe, ma foi, tout irait bien et que la paix serait préservée. Or, vous le constatez, depuis les années 90, et en particulier depuis 1999, et les bombardements de la destruction et le bombardement du territoire yougoslave, nous nous retrouvons au cœur des questions ouvertes dans les crises systémiques précédentes, c'est-à-dire l'affrontement au sein même de l'Europe, avec les guerres périphériques qui ont précédé la guerre de 1914 et les guerres périphériques avec consentement des impérialismes ou pas à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on se trouve avec la phase contemporaine de la crise dans une situation qui est très présente non seulement en 1945, mais avant 1945, qui est inscrite dans le programme des grands impérialismes. Je me fais comprendre. Le programme de l'impérialisme allemand pour la Deuxième Guerre mondiale est un programme aussi dévorant que pour la Première. Il s'agit non seulement de conquérir l'Ouest, il s'agit de conquérir l'Est, pas seulement l'Union soviétique, mais aussi l'Union soviétique, et en particulier son bijou, l'Ukraine, qui a été un des grands objectifs de la Première Guerre mondiale, qui a été un des objectifs majeurs de la Deuxième Guerre mondiale. Je peux vous dire évidemment que le comportement idéologique des soviets n'a strictement rien à voir avec la question. Et donc, on se trouve avec un programme de conquête territoriale et économique tout à fait considérable. Ça, c'est le programme allemand. Plus la conquête, qu'a très bien analysé un historien allemand qui est le grand historien allemand de l'économie de guerre allemande, c'est-à-dire Dietrich Eichholz, qui a fait récemment un ouvrage dont je parle d'ailleurs beaucoup dans Industriels et banquiers sous l'occupation, qui montre que le programme allemand est un programme de conquête de l'URSS, non seulement du territoire soviétique, mais vous le savez, vers le sud, la poussée vers le Caucase, et la poussée vers le Caucase qui doit conduire évidemment par l'Asie centrale à la conquête de l'Irak. Vous remarquerez qu'on est toujours dans les mêmes objectifs que ceux du début de la phase impérialiste, c'est-à-dire la conquête de l'ensemble des colonies et des rivaux. Ça, c'est le programme allemand. Mais quel est le programme américain ? Mais le programme américain, dont nous voyons aujourd'hui finalement l'aspect aveuglant
que je décris par un texte d'Armand Bérard de 1952. Vous verrez à quel point il est frappant dans le petit ouvrage sur le carcan européen. Quelle est en effet l'ampleur de ce programme? Il s'agit de conquérir tout. Toutes les colonies des rivaux européens, l'Ukraine, les territoires que les États-Unis ont espéré dominer dès la fin de la guerre, mais qui n'ont pas pu obtenir compte tenu du rapport des forces militaires établi entre 1941 et 1945, c'est-à-dire le programme de conquête de la sphère d'influence soviétique qui s'est établi à partir de 1945. Or, vous voyez, quand on disait ça il y a 20 ans, parce qu'on le lisait dans les archives, quand on le disait à des étudiants, on passait pour loufoque. Moi, j'ai une collègue, une jeune collègue, qui m'a expliqué il y a quelques années, alors que j'expliquais à mes étudiants sur la base des recherches que j'avais faites sur le Vatican, j'expliquais à mes étudiants que les États-Unis avaient passé l'après-guerre à utiliser le Vatican comme élément de conquête, reconquête de l'Europe orientale, qui était une Europe largement catholique, et par conséquent, évidemment, le Vatican constituait le bras idéologique essentiel de la conquête de ces territoires, exactement comme le Vatican avait représenté le bras idéologique de la conquête de l'ensemble de l'Est européen pour l'Empire autrichien, pour l'Empire austro-hongrois et pour l'Empire allemand à partir des années 1860-1870. Eh bien, ma collègue m'avait dit, mais pas du tout, les Américains ne se sont pas du tout intéressés au début à l'Europe orientale, ils avaient laissé tomber. Mais non, ils n'avaient pas du tout laissé tomber. Et vous voyez aujourd'hui se déployer sur fond, à un moment de révolution orange, maintenant de Maïdan, des éléments qui, dans les archives, sont présents depuis des décennies. Et vous voyez se déployer... On va pouvoir conclure, peut-être si on veut garder un peu de temps pour les questions. J'ai presque fini. Et vous voyez se déployer le programme ahurissant que Bérard décrit en 1952 en disant, avec l'aide des États-Unis, l'Allemagne va être mise en mesure d'échapper aux conséquences de sa défaite de 1945, et elle va avoir l'espoir non seulement de récupérer cette frontière de 1937, mais d'aller au-delà, de telle sorte que si les États-Unis, aidés de l'Allemagne, intimident comme il convient l'Union soviétique, eh bien l'Union soviétique acceptera de lâcher l'ensemble des territoires dans lesquels ont eu lieu des transformations démocratiques. Il écrit ça en 1952 sous Schuman, le bon père de l'Europe et l'ancien employé d'Evindel, comme beaucoup de ses pairs, puisque les élus de Lorraine, les élus de droite de Lorraine, et parfois pas seulement de droite, étaient élus grâce au fonds du comité des forges et en particulier de la famille Wendel. Autrement dit, on se trouve dans la période actuelle au cœur des problèmes qui deviennent tout clairs quand on connaît l'histoire de l'impérialisme, quand on connaît le fonctionnement du capitalisme et qu'on ne se laisse pas prendre au piège de l'équation entre association des capitaux et paix, et on se trouve confronté aussi à cette réalité incontournable qu'une entreprise monopoliste de dépouillement systématique des populations de la périphérie et du centre ne peut, quels que soient les efforts et les espoirs, les efforts déployés et les espoirs caressés, ne peut se transformer
en entreprise sociale et favorable au peuple, le français comme les autres. Je pense que dans ces conditions, je termine pratiquement dans les délais.